Je m'appelle Marco, 32 ans, ingénieur logiciel qui a gravi les échelons depuis notre appartement exigu de Seattle où maman nous a élevés seuls. Chaque promotion me rappelait de l'avoir travaillé à 3 emplois juste pour mettre de la nourriture sur notre table. Hier, je finalisais les formalités administratives pour mon poste de rêve à Tokyo lorsque mon téléphone a vibré. Un SMS de ma sœur Sophia disait « Je démissionne. Tu t'occuperas de nous pendant que je me réorganise. » Mon estomac s'est noué. Avant de poursuivre cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour m'accompagner dans ce drame familial qui a tout changé. Grandir dans le quartier de Rainier Valley à Seattle n'a pas été facile. Notre appartement était petit, juste 2 chambres pour nous 3, ma mère Laura, ma sœur Sophia et moi. Les murs étaient fins, la plomberie capricieuse, mais maman a réussi à en faire un foyer malgré tout. Papa est parti quand j'avais 8 ans et Sophia 6. Je me souviens encore du bruit de la porte se refermant derrière lui, de sa finalité. Il n'a jamais appelé, jamais envoyé de carte d'anniversaire, jamais payé un centime de pension alimentaire. C'était comme s'il nous avait simplement effacés de sa vie. Maman n'a jamais mal parlé de lui, mais la ligne serrée de sa bouche chaque fois que son nom était mentionné me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Après le départ de papa, maman a tout pris en charge. Elle travaillait comme réceptionniste le jour, servait des tables la nuit, le week-end, nettoyait des maisons dans les quartiers riches de l'autre côté de la ville. Je la regardais rentrer après minuit, les pieds enflés, les yeux lourds de fatigue, mais elle vérifiait quand même nos devoirs et s'assurait que nous avions des vêtements propres pour l'école le lendemain. L'éducation est votre ticket de sortie, disait-elle. Travaillez dur maintenant pour ne pas avoir à travailler aussi dur plus tard. J'ai pris ces mots à cœur. À 14 ans, je rangeais des étagères à l'épicerie locale après l'école. Mes chèques de paie allaient directement à maman, sans poser de questions. Je savais à quoi ressemblaient les factures quand elles arrivaient avec des avertissements tamponnés en rouge. Je savais ce que cela signifiait quand maman fixait le contenu de notre réfrigérateur un peu trop longtemps, calculant quel repas elle pouvait tirer de presque rien. Sophia, en revanche, a suivi un chemin différent. 2 ans de moins que moi, elle semblait flotter au-dessus des difficultés, immunisée en quelque sorte contre le poids de nos circonstances. Pendant que je travaillais et étudiais, Sophia sortait avec des amis, séchait les cours, s'attendant à ce que maman résolve ses problèmes. Et maman l'a toujours fait. Ta sœur est plus sensible, expliquait maman quand je demandais pourquoi Sophia n'avait pas les mêmes responsabilités. Elle a besoin de plus de temps pour se trouver. J'aimais ma sœur, mais la regarder manipuler maman était frustrant. Quand Sophia ratait un cours, maman passait toute la nuit à l'aider avec les devoirs de rattrapage. Quand Sophia perdait un emploi à temps partiel pour être constamment en retard, maman lui trouvait des excuses. Quand Sophia voulait de nouveaux vêtements que nous ne pouvions pas nous permettre, maman prenait des emplois de nettoyage supplémentaires. Pendant ce temps, je postulais à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'ai travaillé tout au long du lycée et j'ai suivi des cours du soir à l'université communautaire tout en travaillant à temps plein pendant la journée. Cela m'a pris 6 ans au lieu de 4, mais j'ai finalement obtenu mon diplôme en informatique. Personne ne m'a rien donné. Chaque pas en avant venait de ma propre sueur et de ma détermination. Ce diplôme a tout changé. J'ai commencé dans une petite entreprise de technologie, occupant un poste de débutant qui payait à peine plus que mon précédent emploi dans la vente au détail. Mais j'ai fait des heures supplémentaires, je me suis porté volontaire pour les projets que personne d'autre ne voulait, et j'ai lentement bâti une réputation de gars qui pouvait résoudre les problèmes. Chaque promotion me semblait être une validation que mon chemin, le chemin le plus difficile, avait été le bon. Tout au long de ma vingtaine, la dynamique familiale est restée inchangée. Sophia a rebondi entre les emplois, les relations et les appartements, laissant une traînée de prêts non remboursés et d'engagements non tenus. Elle se présentait à ma porte quand sa colocataire la mettait dehors ou quand sa voiture avait besoin de réparations qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et comme maman, je l'aidais. Bien qu'à chaque fois, je me promettais que ce serait la dernière. C'est la famille, disait maman quand j'exprimais ma frustration. Nous sommes tout ce qu'elle a, mais qu'en était-il de ce que j'avais? Qu'en était-il de la vie que j'essayais de construire? Ces questions sont toujours restées inexprimées, enfouies sous des couches de culpabilité et d'obligation. À mon 30e anniversaire, j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir ingénieur logiciel senior dans une grande entreprise de technologie. J'avais des avantages sociaux, des économies et un appartement modeste mais confortable à moi. Pour la première fois, je ne vivais pas au jour le jour.
Je pouvais respirer. Maman a finalement pris sa retraite de son poste de réceptionniste, bien qu'elle prenne encore occasionnellement des services de serveuse pour rester occupée, prétendait-elle. Bien que je soupçonne que c'était plus pour joindre les deux bouts. J'ai mis en place un virement mensuel sur son compte. Pas assez pour la soutenir entièrement, mais assez pour alléger le fardeau. C'était bon de pouvoir enfin rendre à la femme qui avait tant sacrifié pour nous. Sophia, à 28 ans, semblait enfin se stabiliser. Elle avait occupé un poste d'assistante administrative dans une agence immobilière pendant près d'1 an, un record pour elle. Elle avait son propre studio et parlait même de suivre des cours à l'université. J'ai osé espérer que peut-être, enfin, elle grandissait. Puis est venue l'opportunité qui allait tout changer. Mon entreprise étendait ses opérations à Tokyo et avait besoin d'ingénieurs expérimentés pour aider à établir le nouveau bureau. Le poste s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative, d'une allocation de logement et de la chance de travailler sur l'un des marchés technologiques les plus innovants du monde. Quand mon manager m'a demandé si j'étais intéressé, je n'ai pas hésité. C'est exactement le genre d'opportunité pour laquelle vous avez travaillé, a-t-il dit. 2 ans à Tokyo accéléreront votre carrière d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Ce soir-là, j'ai appelé maman pour lui annoncer la nouvelle. Sa réponse a été mesurée, heureuse pour moi, mais inquiète de la distance. On ne te verra presque plus, a-t-elle dit, mais elle m'a assuré qu'elle était fière. Sophia a semblé sincèrement excitée quand je lui ai dit, posant des questions sur Tokyo et plaisantant même sur le fait de me rendre visite là-bas. Pour une fois, tout semblait s'aligner. Ma carrière progressait. Maman profitait de sa retraite et Sophia se tenait sur ses propres pieds. J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais, le poids de m'inquiéter pour elles, de me sentir responsable de leur bien-être, de la culpabilité constante qui accompagnait la poursuite de mes propres objectifs. Je ne savais pas que ce poids était sur le point de s'abattre à nouveau, plus lourd que jamais. L'offre de Tokyo est arrivée à ce qui semblait être le moment parfait de ma vie. À 32 ans, j'avais établi ma réputation professionnelle, mais j'étais encore assez jeune pour m'adapter à une culture et à un environnement complètement nouveau. Le poste était celui d'ingénieur logiciel senior, axé sur l'expansion des capacités d'IA de notre entreprise sur le marché asiatique. Il représentait non seulement une augmentation de salaire significative, près de 40% de plus que ce que je gagnais à Seattle, mais aussi le genre d'expérience internationale qui pourrait m'ouvrir des portes pour le reste de ma carrière. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit immédiatement opérationnel, a expliqué mon directeur, James, lors de la réunion d'offres officielle. Quelqu'un qui comprend nos systèmes de fond en comble, mais qui peut aussi s'adapter à de nouvelles façons de faire. Votre nom était en tête de toutes les listes, Marco. La fierté que j'ai ressentie à ce moment-là était indescriptible. Toutes ces années d'heures supplémentaires, de volontariat pour des projets difficiles, de mise de ma vie personnelle de côté. Elles avaient mené à cette reconnaissance. L'entreprise fournirait un appartement meublé à Tokyo, des cours de langue, une orientation culturelle et une prime de réinstallation. Le contrat était de 2 ans avec possibilité de prolongation. Cette nuit-là, je me suis permis de rêver à ce que ce déménagement pourrait signifier. Je n'étais jamais sorti d'Amérique du Nord auparavant. Mes vacances s'étaient limitées à des week-ends à Portland ou à Vancouver, toujours avec un œil sur mon téléphone au cas où le travail aurait besoin de moi. Tokyo représentait un changement complet. Nouvelle nourriture, nouvelle langue, nouveaux défis professionnels, nouveaux amis. J'ai passé la nuit à faire des recherches sur la culture japonaise, faisant déjà des listes mentales d'endroits que je voulais visiter. Le lendemain matin, j'ai appelé maman pour lui donner les détails de l'offre officielle. Sa réponse a été plus enthousiaste qu'auparavant. Ton père serait fier, a-t-elle dit, me surprenant en le mentionnant. Elle le faisait rarement. Il a toujours voulu voyager, mais n'en a jamais eu l'occasion. Nous avons parlé de la façon dont j'installerais des appels vidéo réguliers avec elle, de la façon dont je la ferais venir une fois installée et de la façon dont le salaire plus élevé me permettrait d'augmenter ma contribution mensuelle à ses dépenses. Ces plans ont rendu la distance moins intimidante. Et ne t'inquiète pas pour Sophia, a ajouté maman. Elle va si bien maintenant. On s'en sortira pendant ton absence. Sophia elle-même semblait avoir tourné une page. Lors de nos dîners de famille hebdomadaires le mois précédant mon départ prévu, elle a posé des questions réfléchies sur mon nouveau poste. Elle m'a même aidé à rechercher des quartiers à Tokyo et m'a suggéré des films japonais que je devrais regarder pour me faire une idée de la culture. Je suis vraiment fier de toi, frérot, a-t-elle dit lors d'un dîner.
Tu as toujours été l'intelligent, celui qui a un plan. C'est cool de voir que ça paie. Ces paroles ont signifié plus pour moi qu'elle ne pouvait l'imaginer. Malgré nos chemins différents, l'approbation de Sophia comptait toujours. Peut-être que ce déménagement l'aidait à voir que le travail acharné et la persévérance menaient quelque part qui en valait la peine. Les semaines précédant mon départ prévu ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai donné mon préavis pour mon appartement, j'ai vendu la plupart de mes meubles et j'ai mis les quelques objets sentimentaux dont je ne pouvais pas me séparer dans un petit garde-meubles. J'ai assisté à des sessions d'orientation avec l'équipe de relocalisation internationale de l'entreprise, j'ai reçu les vaccins nécessaires et j'ai commencé des cours de japonais de base en ligne. Chaque étape rendait l'opportunité plus réelle et excitante. Je me surprenais à sourire au hasard tout au long de la journée. Un sentiment d'aventure se développait en moi que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant. Ce n'était pas seulement un changement de travail. C'était un changement de vie. 2 semaines avant mon départ prévu, j'ai organisé un dîner spécial pour maman et Sophia dans le restaurant de fruits de mer préféré de maman, surplombant le Puget Sound. Le coucher de soleil peignait l'eau d'or et de rose alors que nous trinquions. Aux nouvelles aventures, a porté un toast maman, les yeux embués. À Tokyo, a ajouté Sophia, et au grand frère Marco, qui nous montre comment faire. Nous avons ri et parlé pendant des heures. Maman a partagé des histoires de mon enfance, comment j'avais toujours été le sérieux, construisant des structures Lego élaborées pendant que les autres enfants couraient partout. Comment je m'étais appris le codage de base sur un vieil ordinateur qu'un voisin nous avait donné. Sophia s'est remémoré comment je l'avais aidé avec ses devoirs de mathématiques, même quand j'étais épuisé par mes propres études et mon travail à temps partiel. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une harmonie entre nous, un respect et une compréhension mutuelle. C'était peut-être ça, grandir. Chacun trouvant enfin sa place dans le monde et se soutenant mutuellement dans son parcours. Peut-être que la distance serait une bonne chose pour nous tous. Forçant Sophia à compter davantage sur elle-même, donnant à maman l'espace de voir sa fille comme une adulte capable de se débrouiller seule. La veille du SMS qui allait tout changer, je suis allé au bureau pour signer les derniers papiers pour le poste à Tokyo. Il y a eu une petite célébration avec mon équipe. Un gâteau avec un dessin grossier du mont Fuji dans le glaçage. Une carte signée par tout le monde avec des vœux en anglais et en japonais maladroitement traduits par Google. Mon manager m'a remis un cadeau, un casque anti-bruit haut de gamme pour le long vol. Ta capacité à résoudre des problèmes va nous manquer ici, a-t-il dit. Mais on sait que tu vas tout déchirer à Tokyo. J'ai conduit jusqu'à la maison avec l'impression de flotter. L'horizon de Seattle, une magnifique toile de fond pour mes pensées d'horizon futur. J'ai passé cette soirée à faire les derniers arrangements. Confirmer mon vol, organiser mes dernières affaires pour l'expédition, faire une liste d'appels d'adieu à passer le lendemain. Tout semblait juste. Tout semblait mérité. Tout semblait possible. Et puis mon téléphone a vibré avec un SMS de Sophia qui allait tout faire s'effondrer. Le SMS est arrivé lors d'une dernière réunion de planification avec l'équipe internationale. Mon téléphone a vibré contre la table de conférence alors que nous discutions des plans d'intégration technique pour le bureau de Tokyo. Normalement, je l'aurais ignoré jusqu'à la fin de la réunion, mais quelque chose m'a poussé à baisser les yeux. Le nom de Sophia sur l'écran m'a procuré un bref élan de bonheur. Peut-être qu'elle m'envoyait des vœux pour mes derniers jours à Seattle. Ce que j'ai lu à la place a transformé mon estomac en pierre. Je démissionne. Tu t'occuperas de nous pendant que je me réorganise. Maman est d'accord que c'est mieux si je me concentre sur la recherche de ma passion. On peut emménager chez toi la semaine prochaine. Je l'ai lu 3 fois. Certain que je devais mal comprendre. Les mots sont restés inchangés, leur signification inévitable. La salle autour de moi a continué son rythme normal de discussion, projection budgétaire, exigences en matière d'équipement, besoins en personnel. Pendant que mon monde basculait sur son axe. Marco, tes pensées sur la configuration du serveur? La voix de mon manager m'a ramené à la réunion. Je suis désolé, ai-je réussi à dire, ma voix semblant distante, même à mes propres oreilles. J'ai besoin de sortir un moment. Urgence familiale. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, essayant de traiter ce que je venais de lire. Des images ont traversé mon esprit, Sophia quittant des emplois sur un coup de tête avant, la fois où elle a abandonné l'université communautaire 3 semaines après le début du semestre parce que ça ne parlait pas à son âme, la série d'appartements et de colocataires abandonnés dans son sillage au fil des ans. Mais c'était différent.
Ce n'était pas juste Sofia étant Sofia. Ce message révélait un niveau de droit et de mépris qui m'a choqué. Elle n'avait pas demandé si je l'aiderais. Elle n'avait pas reconnu mes projets, mon opportunité qui allait changer ma vie. Elle avait simplement décidé que mes ressources étaient à elle. Et maman était d'accord avec ce plan. La même maman qui venait de porter un toast à ma nouvelle aventure il y a 2 semaines, qui m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour elle pendant mon absence. J'ai composé le numéro de Sofia, mes mains tremblant légèrement. C'est tombé sur la messagerie vocale. Bien sûr. Elle ne répondait jamais quand elle savait qu'une conversation difficile approchait. Sofia, rappelle-moi immédiatement. On doit parler de ce texto. Je suis en pleine préparation pour Tokyo, comme tu le sais. Rappelle-moi. Ensuite, j'ai appelé maman. Elle a répondu à la 4e sonnerie, sa voix prudente. Oh, Marco. Je suppose que Sofia t'a envoyé un texto. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sofia dit qu'elle démissionne, que tu soutiens ça et quelque chose à propos d'emménager dans mon appartement. Tu sais que je pars pour Tokyo dans moins d'1 semaine. Une pause, puis, eh bien, oui, mais chérie, les plans changent. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Sofia a vraiment des difficultés à ce travail. Son patron est horrible avec elle. Elle a besoin de temps pour trouver ce qui la rend vraiment heureuse. Le scénario familier. Le patron était toujours horrible. Le travail était toujours mauvais pour elle. L'appartement était toujours problématique. Et la famille. La famille était toujours l'atout maître qui mettait fin à toute discussion logique. Maman, j'ai signé le contrat. L'entreprise a arrangé un logement à Tokyo. Mon appartement ici est déjà loué à de nouveaux locataires à partir de la semaine prochaine. J'ai vendu mes meubles. Ce n'est pas un plan qui peut juste changer. Eh bien, a-t-elle répondu, sa voix prenant ce ton blessé que je connaissais bien. Eh bien, je pensais que tu voudrais aider ta sœur après tout ce que nous avons traversé en tant que famille. Après tout ce que j'ai fait pour vous élever seul. C'était ça. La culpabilité. La dette invisible qui ne pourrait jamais être remboursée. J'ai fermé les yeux, sentant un mal de tête se former derrière eux. Maman, je veux aider Sofia. Je l'ai toujours voulu. Mais ce n'est pas aider. C'est lui permettre d'éviter à nouveau ses responsabilités. Et cette fois, vous me demandez d'abandonner l'opportunité d'une vie pour le faire. Je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit, a-t-elle répondu, sa voix se durcissant. Je dis juste que la famille devrait être ta priorité. Tu peux trouver un autre travail. Sofia a besoin de toi maintenant. L'injustice de la chose m'a brûlé la poitrine. J'avais passé toute ma vie à donner la priorité à la famille, à travailler adolescent pour aider avec les factures, à mettre en place des virements mensuels sur le compte de maman, à sortir Sofia d'innombrables crises qu'elle s'était elle-même créées. La seule fois où je poursuivais quelque chose uniquement pour moi, il le voyait comme égoïste, comme un abandon. On en discutera ce soir, ai-je dit finalement, sachant qu'aucune solution ne serait trouvée lors de cet appel téléphonique. Je dois retourner à ma réunion. Je suis retourné dans la salle de conférence, je me suis excusé pour l'interruption et j'ai réussi à tenir le reste de la réunion en pilote automatique. Mon esprit a mis lieu des configurations de serveurs et des organigrammes. De retour à mon bureau, un autre SMS de Sofia m'attendait. Au fait, tu peux m'aider à déplacer quelques cartons chez toi demain. J'ai déjà donné mon préavis à mon propriétaire. La présomption désinvolte était à couper le souffle. Elle n'avait même pas attendu ma réponse avant de mettre son plan en marche. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses, chacune plus en colère que la précédente, avant de me décider pour « on doit parler en personne ». Dîner de famille ce soir. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, peu importe. Maman fait des lasagnes. J'ai passé le reste de la journée de travail dans un brouillard, effectuant les gestes machinalement pendant que mon esprit tournait à plein régime. Est-ce que j'exagérais? La famille était-elle vraiment la priorité absolue, même au détriment de mon propre avenir? Que arriverait-il à Sofia si je n'étais pas là pour la rattraper? Ces questions n'avaient pas de réponse facile. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas prendre une décision de cette ampleur sur la base d'un SMS et de la culpabilité. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de maman avec un nœud dans l'estomac. La petite maison avait l'air la même que d'habitude. La lumière du porche avec son ampoule qui vacillait perpétuellement,
la grenouille en céramique près de la porte qui était là depuis mon enfance, les rideaux que maman avait cousus elle-même il y a 20 ans et qu'elle refusait de remplacer malgré leur motif délavé. Avant même que je puisse frapper, la porte s'est ouverte en grand. Sophia se tenait là en pantalon de jogging et en t-shirt ample, l'air complètement indifférente. Enfin. J'ai faim. Maman ne voulait pas qu'on commence sans toi. Elle s'est retournée et est rentrée sans attendre de réponse, comme si notre échange de SMS n'avait jamais eu lieu. Comme si elle n'avait pas juste fait exploser une bombe au milieu de ma vie. Je suis entré, me préparant à la confrontation à venir. La déception flottait dans l'air comme une chose physique, lourde et inévitable. L'odeur des lasagnes de maman remplissait la petite maison, une odeur qui apportait normalement du réconfort, mais qui ne faisait qu'intensifier mon malaise. Dans la cuisine, maman posait un grand plat à gratin sur la table, déjà dressé avec les assiettes et les couverts dépareillés de mon enfance. Tout semblait normal, ordinaire, comme si ce n'était qu'un autre dîner de famille plutôt qu'un moment charnière dans nos relations. Le voilà, a dit maman en souriant comme si de rien n'était. Juste attends. Assieds-toi. Mangeons pendant que c'est chaud. Je suis resté debout. Avant de manger, je pense qu'on doit parler du texto de Sophia et de ce qui se passe réellement ici. Sophia a roulé des yeux en s'asseyant sur sa chaise habituelle. On est obligé de faire ça maintenant ? J'ai faim. Oui, on est obligé de faire ça maintenant, ai-je répondu en luttant pour garder ma voix égale. Tu m'as envoyé un texto disant que tu démissionnes et que tu t'attends à ce que je te soutienne. Tu as donné ton préavis à ton propriétaire, apparemment, sans même attendre ma réponse. Ce n'est pas une petite chose, Sophia. Ça nous concerne tous. Maman a mis une cuillère de service dans les lasagnes et s'est assise. Discutons en mangeant. Aucune raison de laisser de la bonne nourriture refroidir. C'était la façon typique de maman de désamorcer la tension, de normaliser même les conflits les plus importants. La nourriture comme pacificatrice, comme distraction. Je me suis assis à contre-cœur, sachant que cette conversation aurait lieu avec ou sans lasagne. Alors, ai-je commencé, acceptant une assiette mais sans toucher la nourriture. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Sophia démissionne soudainement de son travail ? Le travail qu'elle a depuis presque 1 an. Le plus long qu'elle ait jamais gardé. Le travail qui allait si bien que je me sentais à l'aise d'accepter le poste à Tokyo. Sophia a pris une grande bouchée de lasagne avant de répondre. Cet endroit est toxique, Marco. Mon patron s'attribue toutes mes idées. Mes collègues sont faux. Je ne m'épanouis pas là-bas. Les plaintes familières, les mêmes raisons pour lesquelles elle avait quitté ses 6 derniers emplois. Et as-tu cherché un autre poste avant de décider de démissionner ? As-tu des économies pour subvenir à tes besoins pendant que tu es au chômage ? Elle a fait un geste dédaigneux avec sa fourchette. C'est pour ça que je t'ai envoyé un texto. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment faire de ma vie. Trouver ma passion, tu sais. Je ne peux pas faire ça en étant coincé dans un 9 à 5 abrutissant. Donc, ton plan est d'emménager dans mon appartement, que je te rappelle n'est plus le mien à partir de la semaine prochaine, et que je te soutienne financièrement pendant que tu trouves ta passion. Et où serais-je exactement pendant tout ce temps ? Maman est intervenue. On pensait que tu pourrais reporter Tokyo. Peut-être de 6 mois, jusqu'à ce que Sophia se remette sur pied. Ton entreprise comprendrait, pour des raisons familiales. J'ai posé mes paumes à plat sur la table, essayant de me stabiliser. Laissez-moi résumer. Vous voulez que je refuse une opportunité qui définira ma carrière, que je rompe un contrat que j'ai déjà signé, que j'endommage ma réputation professionnelle et que je continue à payer pour un appartement que je ne veux plus pour que Sophia n'ait pas à travailler ou à payer de loyer pendant qu'elle se trouve. Quand tu le dis comme ça, tu fais passer ça pour de l'égoïsme, a lâché Sophia. Égoïste ? Tu es sérieuse en ce moment ? Le contrôle que je maintenais a commencé à lâcher. J'ai travaillé pour cette opportunité pendant des années. Des années d'heures supplémentaires, de projets que personne ne voulait, de mise de ma vie personnelle de côté. Et maintenant que ça arrive enfin, tu veux que je jette tout ça parce que tu t'ennuies à ton travail. Il ne s'agit pas de s'ennuyer, a dit maman, sa voix prenant ce ton blessé qui avait toujours réussi à me faire reculer par le passé. Sophia est malheureuse. En tant que son frère, ça ne te préoccupe pas ? Bien sûr que ça me préoccupe. Mais il ne s'agit pas de se préoccuper. Il s'agit de responsabilité. Il s'agit d'être un adulte et de faire face aux conséquences. Sophia a repoussé son assiette.
J'ai déjà démissionné. D'accord. La semaine dernière. Donc ta leçon sur le fait de réfléchir avant d'agir arrive un peu tard. La révélation m'a frappé comme un coup. La semaine dernière? Tu savais que tu démissionnais depuis au moins une semaine et tu ne me le dis que maintenant, quelques jours avant que je sois censé quitter le pays? On allait te le dire plus tôt, a dit maman, sans me regarder dans les yeux. Mais tu étais si excité à propos de Tokyo. On a pensé qu'il valait mieux attendre. Mieux pour qui, ai-je demandé, incrédule. Pas pour moi, certainement. Pas pour l'entreprise qui m'attend à Tokyo lundi. Vous avez attendu parce que vous saviez que je m'y opposerais. Et vous vouliez me mettre devant un fait accompli. Maman a tendu la main sur la table pour toucher la mienne. Je me suis retiré. Chérie, je sais que c'est décevant, mais j'ai besoin de toi aussi. Ma sécurité sociale couvre à peine l'hypothèque. Et avec les prix qui augmentent. Une autre couche de la manipulation s'est dévoilée. Pas seulement Sophia, mais maman aussi. Elles en avaient discuté entre elles, planifiant comment m'approcher, comment s'assurer que je ne pourrais pas refuser. Donc, il ne s'agit pas seulement de Sophia qui trouve sa passion. Vous comptez aussi sur moi financièrement. Les pièces se sont assemblées. C'est pour ça que tu as pris des services de serveuse supplémentaires ces derniers temps, n'est-ce pas? Pas pour rester occupé, mais parce que tu as besoin d'argent. Le silence de maman l'a confirmé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des difficultés? J'aurais augmenté les virements mensuels. Je t'aurais aidé à trouver des ressources. Tu n'avais pas à conspirer comme ça. On ne conspire pas, a protesté Sophia. On est une famille. On est censé s'entraider. L'aide va dans les deux sens, Sophia. Quand m'as-tu déjà aidé? Quand as-tu déjà pris en compte ce dont je pouvais avoir besoin ou envie? Je t'ai soutenu émotionnellement et financièrement pendant des années. La seule fois où je poursuis quelque chose pour moi-même, tu essaies de le saboter. Ce n'est pas juste. Elle a frappé sa main sur la table, faisant trembler la vaisselle. J'ai toujours été là pour toi. Été là comment? Cite-moi une seule fois où tu as sacrifié quelque chose pour moi. Une seule fois où tu as mis mes besoins avant les tiens. Son silence en disait long. Je ne peux plus faire ça, ai-je dit finalement. Je ne peux pas être la solution à tous les problèmes, le filet de sécurité pour chaque mauvaise décision. J'ai ma propre vie à vivre. Le visage de maman s'est durci d'une manière que j'avais rarement vue. Alors, tu choisis ta carrière plutôt que ta famille. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi? J'ai travaillé à 3 emplois pour mettre de la nourriture sur cette table. Je me suis privé pour que vous ayez des opportunités. Et je suis reconnaissant, maman. Je le serai toujours. Mais tes sacrifices étaient pour nous donner une vie meilleure, pas pour nous maintenir attachés à toi pour toujours. Pas pour nous faire sentir coupables de poursuivre nos propres chemins. Certains chemins s'éloignent de la famille, a-t-elle dit froidement. Est-ce vraiment le chemin que tu veux? La manipulation émotionnelle était si transparente maintenant que je pouvais la voir clairement pour la première fois. La culpabilité, l'obligation, l'amour conditionnel, tout cela avait toujours été là, mais j'avais été trop proche pour le reconnaître. Je pars pour Tokyo lundi. Comme prévu, ai-je dit en me levant. Je vous aiderai toutes les deux à trouver d'autres solutions, mais je n'annulerai pas mes projets. Je ne peux pas, le visage de Sophia s'est tordu de colère. Très bien, abandonne-nous. Tout comme papa l'a fait. La comparaison m'a piqué plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Papa est parti sans un mot et n'a jamais regardé en arrière. Je communique ouvertement et j'offre une aide alternative. Ce n'est pas la même chose. Ça nous semble la même chose, a dit doucement maman. J'ai regardé ces deux femmes qui étaient ma famille, que j'aimais malgré tout, et j'ai réalisé qu'elles ne pouvaient pas me voir clairement. Elles ne voyaient que ce que je pouvais leur fournir, pas qui j'étais ou ce dont j'avais besoin. Je crois que je devrais y aller, ai-je dit, mon appétit ayant disparu depuis longtemps. On ne résoudra pas ça ce soir. Alors que je me dirigeais vers la porte, Sophia a crié derrière moi, alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Dormir dans la rue? Je me suis retourné une dernière fois. Il te reste 5 jours dans ton appartement, de ton propre aveu. Utilise ce temps pour appeler tes amis, chercher un nouveau travail, demander de l'aide si tu en as besoin. Il y a des options qui n'impliquent pas de faire dérailler ma vie. En m'éloignant de la maison de maman, des appels manqués et des textos ont commencé à inonder mon téléphone.
des membres de la famille élargie, des tantes, des cousins, des amis de maman, tous soudainement préoccupés par mon abandon de la famille. Le récit se propageait déjà, me présentant comme le méchant, le fils égoïste qui choisissait l'argent plutôt que le sang. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai conduit sans but à travers les rues de Seattle sous la pluie, me sentant plus seul que je ne l'avais été depuis des années. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, sous la blessure et la colère, je sentais les premiers frémissements d'une libération attendue depuis longtemps. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mon appartement, maintenant presque vide à l'exception d'un matelas par terre, d'une chaise pliante et de valises faites pour Tokyo, me semblait être un purgatoire, un espace entre deux mondes. La pluie tapotait contre les fenêtres alors que je fixais le plafond, rejoignant la conversation du dîner, me demandant s'il y avait eu une autre façon de gérer la situation, un autre chemin à travers le champ de mine des attentes familiales. À l'aube, j'avais pris une décision. Non pas par colère, non pas par blessure, mais d'un lieu de clarté que je n'avais pas connu auparavant. Je me suis douché, j'ai mis mon plus beau costume et je suis allé au bureau plus tôt que d'habitude. Mon directeur, James, était déjà là, examinant des rapports avec une tasse de café. Marco, tu es en avance. Tout est prêt pour lundi? J'ai pris une profonde inspiration. C'est de ça que je voulais discuter. J'ai eu quelques complications familiales. Son visage s'est légèrement affaissé. Je craignais ça. Des problèmes de visa? Non, rien de tel. Ce sont des affaires familiales personnelles. Mais je veux être clair. Je suis absolument engagé dans le poste à Tokyo. Je demande s'il y a un moyen de s'assurer que cet engagement est en béton. James a eu l'air surpris, mais a hoché la tête. Eh bien, nous avons déjà traité tous vos papiers et signé le contrat, mais si vous le souhaitez, nous pourrions le faire réviser par le service juridique pour nous assurer que tout est parfaitement clair. Puis-je demander ce qui motive cela? J'ai brièvement expliqué la situation, omettant les détails émotionnels, mais précisant qu'il y avait une pression de la famille pour que j'abandonne mes projets. James s'est adossé à sa chaise. La pression familiale peut être intense. J'ai vécu quelque chose de similaire lorsque j'ai accepté la mission à Singapour il y a des années. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi je déménageais si loin. Comment avez-vous géré la situation? Ai-je demandé, reconnaissant de sa compréhension. J'y suis allé. C'était dur au début, beaucoup de culpabilité et de doute, mais c'était la bonne décision pour ma carrière et, honnêtement, pour mon estime de soi. Ils ont fini par s'y faire. La plupart des familles le font. Ces paroles étaient rassurantes, même si je n'étais pas sûr que ma famille suivrait le même chemin. J'apprécierais que nous puissions réviser le contrat aujourd'hui et y apporter les ajouts nécessaires. Je veux m'assurer qu'il n'y a aucune ambiguïté sur mon engagement. Bien sûr. Je demanderai au RH et au service juridique de le prioriser. On peut avoir une réunion cet après-midi. J'ai passé la matinée dans un étrange état de productivité calme, finalisant les documents de passation pour mon équipe, créant des guides de transfert de connaissances détaillés et répondant aux dernières questions. Chaque tâche me semblait être un pas de plus vers l'avenir que je choisissais, malgré l'ouragan émotionnel qui tourbillonnait autour de moi. À 14 heures, je me suis assis dans la salle de conférence avec James, un représentant des RH et un membre de l'équipe juridique. Ils avaient préparé un avenant à mon contrat, soulignant les attentes de l'entreprise concernant ma date de début à Tokyo et les investissements déjà réalisés dans ma relocalisation. Ce n'est pas vraiment nécessaire de notre point de vue, a expliqué le représentant juridique, mais si le fait de l'avoir par écrit est de votre situation, nous sommes heureux de nous adapter. J'ai signé les documents, sentant un poids se lever de mes épaules. Ce n'était plus seulement un travail. C'était une déclaration d'indépendance, une affirmation de qui j'étais et de ce que je valorisais. De retour à mon bureau, j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les dizaines d'appels manqués et de messages. D'une main ferme, j'ai tapé une réponse au SMS original de Sophia. Ce n'est pas ma responsabilité. J'ai signé le contrat pour Tokyo qui commence lundi. La réponse a été immédiate, un flot de textos en colère m'accusant de trahison, d'égoïsme, de me soucier plus de l'argent que de la famille. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien de plus à dire qui n'aurait fait qu'envenimer la situation. Puis mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. J'ai répondu, me préparant. Marco, on doit en parler. Sophia est dévastée. Maman, j'ai pris ma décision. Je pars à Tokyo comme prévu.
J'ai signé des engagements contractuels supplémentaires aujourd'hui qui rendent impossible tout retour en arrière sans de graves conséquences juridiques et financières. Sa vive inspiration a été audible. Tu as délibérément rendu plus difficile de changer d'avis? Comment as-tu pu faire ça en sachant ce que nous traversons? Ce que vous traversez est une situation créée par Sophia. Elle a choisi de démissionner sans avoir un autre emploi en vue. Elle a choisi de donner son préavis pour son appartement sans confirmer qu'elle avait un autre endroit où aller. Ce sont des décisions d'adulte qu'elle a prises, et elles entraînent des conséquences d'adulte. C'est ta sœur. La voix de maman a monté d'un ton. Et je suis ta mère. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Ça signifie tout pour moi, ai-je dit doucement. Mais ça ne veut pas dire que je vous laisserai utiliser cette relation pour me manipuler et me faire renoncer à ma propre vie. J'ai créé un compte séparé avec des fonds d'urgence auxquels toi, pas Sophia, toi, peux accéder si c'est absolument nécessaire. Je t'enverrai les détails par texto. L'argent n'est pas le problème, a-t-elle lâché. Bien que nous savions tous les deux que c'était au moins une partie du problème. Il s'agit d'être là pour la famille. Je serai à 6 heures de vol et à un appel vidéo. Je viendrai vous voir. Vous pouvez venir me voir. Ce n'est pas un abandon, maman. C'est de la croissance. La ligne est restée silencieuse un long moment. Puis, je dois y aller. Sophia a besoin de moi. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un nouveau message de maman. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, c'est comme ça que tu me rembourses. Ta sœur est en larmes. Si tu montes dans cet avion, ne te considère plus comme faisant partie de cette famille. Les mots ont frappé comme des coups. Ne te considère plus comme faisant partie de cette famille. Un ultimatum, une rupture de lien, un retrait conditionnel d'amour de ma propre mère. J'ai quitté le travail plus tôt, incapable de me concentrer. La pluie s'était intensifiée, correspondant à mon humeur alors que je rentrais dans mon appartement presque vide. Une fois à l'intérieur, je me suis assis sur le matelas, le téléphone à la main, relisant le message de maman jusqu'à ce que les mots se brouillent. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me suis permis de pleurer. Pas de larmes silencieuses, mais de profonds sanglots qui venaient de quelque part de pris mal en moi. J'ai pleuré pour le petit garçon qui avait travaillé si dur pour aider sa mère. Pour l'adolescent qui avait sacrifié des expériences de lycée normal pour ranger des étagères après l'école. Pour le jeune homme qui avait mesuré sa valeur à sa capacité à résoudre les problèmes des autres. J'ai pleuré parce qu'une partie de moi, une partie plus grande que je ne voulais l'admettre, désirait encore leur approbation. Je voulais encore être le bon fils, le bon frère. J'ai pleuré parce que me choisir me semblait être un acte de trahison, même si logiquement je savais que ce n'était pas le cas. La tempête d'émotions s'est progressivement calmée, me laissant épuisé, mais d'une manière ou d'une autre plus claire. J'ai pensé à ce que James avait dit à propos de sa mission à Singapour, à la culpabilité et à l'acceptation éventuelle. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais resté éveillé à m'inquiéter des factures de maman ou de la dernière crise de Sophia. Surtout, j'ai pensé à la personne que je voulais être. Non seulement un fils ou un frère, mais un être humain à part entière avec des rêves et des aspirations propres. Quelqu'un qui pourrait aider les autres à partir d'une position de force et de choix, pas d'obligation et de culpabilité. Alors que minuit approchait, j'ai pris une autre décision. Il ne s'agissait plus seulement de Tokyo. Il s'agissait de remodeler fondamentalement ma relation avec ma famille, d'établir des limites qui auraient dû être fixées depuis longtemps. Le matin apporterait des actions difficiles, des conversations douloureuses. Mais alors que je sombrais enfin dans le sommeil, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu sous la tristesse et la résolution, un murmure de liberté, de possibilité. Le premier souffle d'un moi que j'avais gardé submergé pendant trop longtemps. Je me suis réveillé avec les premières lueurs, l'esprit clair malgré l'épuisement émotionnel de la veille. La pluie avait cessé et une pâle lumière du soleil filtrait à travers mes fenêtres sans store. Cela semblait symbolique, en quelque sorte, la tempête passait, la clarté émergeait. Je me suis douché, j'ai fait du café dans ma dernière tasse restante et je me suis assis sur ma chaise pliante pour planifier la journée. D'abord, j'ai appelé mon conseiller financier, Anthony, et j'ai fixé un rendez-vous d'urgence pour 9 heures. Ensuite, j'ai envoyé un email détaillé et soigneusement formulé à Sophia. Pas de colère, pas de précipitation, mais une pensée délibérée derrière chaque mot. Sophia, je comprends que tu sois en colère et blessée par ma décision de poursuivre le poste à Tokyo. Je suis désolé pour la douleur que cela te cause,
mais j'ai besoin que tu comprennes que cette décision ne vise pas à te rejeter, toi ou maman. Il s'agit de poursuivre enfin le chemin qui est bon pour moi. Je ne changerai pas d'avis sur Tokyo, mais je veux aider d'une manière qui ne consiste pas à encourager des schémas qui, au final, nous font du mal à tous. Je peux t'offrir de 1. Te mettre en contact avec des recruteurs de mon réseau pour des opportunités d'emploi, 2. T'aider à créer un budget et un plan financier, 3. Payer un mois de loyer dans un nouvel appartement une fois que tu auras trouvé un emploi. Ce que je ne peux pas et ne ferai pas, c'est 1. Reporter ou annuler mon poste à Tokyo, 2. Continuer à fournir un soutien financier continu sans objectif et délai clair, 3. Laisser la culpabilité ou la manipulation émotionnelle dicter mes choix de vie. Je t'aime, Sophia. Je t'aimerai toujours. Mais l'amour ne signifie pas dire oui à tout. Parfois, cela signifie dire non à des schémas qui nous maintiennent tous les deux coincés. Marco. J'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir douter de moi-même, puis j'ai conduit pour rencontrer Anthony. Le bureau de planification financière était calme un samedi matin, et Anthony avait du café qui attendait quand je suis arrivé. C'est inhabituel, a-t-il dit alors que nous nous asseyions dans son bureau. Tout va bien ? J'ai expliqué la situation, les difficultés financières de maman qu'elle m'avait cachées, l'attente de soutien de Sophia et mon départ imminent pour Tokyo. Anthony a écouté sans jugement, hochant la tête de temps en temps. Donc, j'ai besoin de mettre en place un système qui fournit un filet de sécurité pour maman, mais avec des limites claires. Quelque chose qui ne peut pas être abusé ou vidé pour des dépenses non essentielles. Anthony a tapoté son stylo contre son bloc-notes. Nous pouvons créer un fonds en fiducie avec des conditions spécifiques. Votre mère aurait accès pour des besoins documentés, frais médicaux, frais de logement, services publics, mais pas seulement des retraits généraux. Et Sophia ne devrait pas y avoir accès du tout. Il m'a jeté un regard direct. D'après ce que vous avez décrit, lui donner un accès direct s'après les limites que vous essayez d'établir. Si votre mère choisit de partager avec elle, c'est entre elles. Mais structurellement, le compte devrait être pour votre mère uniquement. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. Je financerai le compte avec assez pour couvrir l'hypothèque de maman pendant 6 mois et d'autres produits de première nécessité, mais pas assez pour les soutenir toutes les deux indéfiniment. Anthony servirait de fiduciaire, examinant les demandes de retrait par rapport aux critères établis. C'est une limite saine, Marco, m'a-t-il assuré alors que je signais les papiers. Vous fournissez une aide réelle tout en encourageant l'indépendance. Mon prochain arrêt était de rencontrer Jackson, mon plus vieil ami, qui connaissait ma famille depuis l'enfance. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du front de mer, la Space Needle visible à travers des nuages brumeux. Mec, j'ai entendu par ma mère que les choses se sont corsées avec ta famille, a-t-il dit en s'asseyant. Elle a dit que ta tante appelait tout le monde en disant que tu les avais abandonnés ou quelque chose comme ça. J'ai soupiré. Les nouvelles voyagent vite. Oui, ça a été un désordre. Je lui ai donné la version condensée. Jackson avait sa propre histoire familiale compliquée, des parents qui avaient divorcé méchamment quand nous étions au collège, un père qui avait exploité la culpabilité pour extorquer de l'argent et du soutien à Jackson pendant des années. Ça me dit quelque chose, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Tu te souviens quand mon père avait besoin d'une aide temporaire après avoir perdu son travail ? Ce temporaire s'est transformé en 3 ans où je payais son loyer. Je me souviens. Tu lui as finalement coupé les vivres l'année dernière, n'est-ce pas ? Jackson a hoché la tête. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il ne m'a pas parlé pendant 4 mois. Il m'a traité de tous les noms. Il a fait appeler des parents pour me dire que j'étais cruel. Comment as-tu géré la situation ? Mal au début, a-t-il admis avec un sourire triste. Beaucoup de doutes. Beaucoup de nuits blanches. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Il a trouvé un travail, un logement moins cher, a commencé à se débrouiller sans moi comme filet de sécurité. Et maintenant ? Maintenant, on se parle 1 fois par mois. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux, plus honnête. Il me respecte plus, je pense. Et je me respecte définitivement plus. Ces paroles ont résonné profondément. Ma mère a dit, si tu montes dans cet avion, tu ne devrais plus te considérer comme faisant partie de la famille. Jackson a grimacé. C'est dur. Mais pose-toi cette question, est-ce vraiment de l'amour ? Rendre ton appartenance à la famille conditionnelle au sacrifice de ta propre vie ? La question a flotté entre nous, profonde dans sa simplicité.
Était-ce de l'amour, ou était-ce du contrôle déguisé en amour? Que ferais-tu, ai-je demandé. Je monterai dans cet avion, a-t-il dit sans hésiter. Construis ta vie. Fixe tes limites. Donne-leur le temps de s'adapter à la nouvelle réalité. La vraie famille retrouve toujours son chemin, mais dans des conditions plus saines. Après le déjeuner avec Jackson, j'ai fait une dernière tentative de réconciliation. J'ai conduit jusqu'à la maison de maman, incertain de mon accueil, mais déterminé à essayer. La voiture de Sophia était dans l'allée. J'ai frappé, attendant avec anxiété sur le porche où je m'étais tenu d'innombrables fois tout au long de ma vie. Maman a ouvert la porte, son expression sur la défensive. Je ne m'attendais pas à te voir. Puis-je entrer? J'aimerais parler calmement, ouvertement. Elle a hésité, puis s'est écartée. Sophia était sur le canapé, sa posture se raidissant quand elle m'a vu. Je suis venu offrir une aide réelle, ai-je dit, restant debout car aucune ne m'avait invité à m'asseoir. Pas ce que vous avez demandé, mais ce que je peux sincèrement donner. J'ai exposé ce que j'avais arrangé avec le fonds en fiducie pour maman et les relations professionnelles que je pouvais faciliter pour Sophia. Je ne changerai pas d'avis sur Tokyo, mais je ne veux pas partir avec ce fossé entre nous. Je vous aime trop toutes les deux pour ça. Le visage de maman est resté impassible. Donc, tu as fait des arrangements pour nous sans nous consulter, en fonction de ce que tu penses que nous avons besoin. J'ai fait des arrangements en fonction de ce que je peux fournir tout en maintenant des limites saines. Sophia s'est levée. On n'a pas besoin de ta charité ou de tes conditions. On avait besoin que tu sois là, que tu sois présent, que tu te soucies vraiment de ce qui nous arrive. Je m'en soucie. C'est pourquoi je suis là maintenant, essayant de trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Une solution qui te permet de faire exactement ce que tu veux tout en te sentant bien de nous jeter quelques dollars. La voix de maman était vive. Ce n'est pas une solution, Marco. C'est te décharger de ta responsabilité. Ma responsabilité est d'aider d'une manière qui favorise la croissance et l'indépendance, pas la dépendance. Je ne m'excuserai pas pour ça. La conversation a tourné en rond douloureusement pendant encore 20 minutes, ne faisant aucun progrès, ne trouvant aucun terrain d'entente. Elle voulait une concession. J'ai offert un compromis. Elles exigeaient une présence. J'ai offert un soutien à distance. Le fossé entre ces positions semblait infranchissable. Finalement, je me suis levé pour partir. Mon offre tient. Le fonds en fiducie est mis en place. Ma liste de contacts de recruteurs est dans tes emails, Sophia. J'espère que vous reconsidérerez, mais je comprends si vous avez besoin de temps. On t'a donné toute une vie, a dit doucement maman. Tu nous as donné un après-midi. Dehors, je suis resté dans ma voiture plusieurs minutes, les mains agrippées au volant, luttant contre l'envie de rentrer, de leur donner ce qu'elles voulaient, d'abandonner mes projets et de rester dans le schéma familier du sacrifice et du ressentiment. Mais quelque chose avait changé de manière irréversible en moi. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de la maison où j'avais grandi, incertain si j'y serais un jour de nouveau le bienvenu. Ce soir-là, j'ai pris la décision la plus difficile à ce jour. Je suis allé chez mon opérateur mobile et j'ai changé de numéro de téléphone, n'envoyant les nouvelles coordonnées qu'à des collègues, à Jackson et à quelques autres amis proches. J'ai écrit le numéro sur un bout de papier que j'ai scellé dans une enveloppe adressée à maman avec une note disant qu'elle pouvait me joindre en cas d'urgence, mais que j'avais besoin d'espace pour établir ma nouvelle vie sans pression émotionnelle quotidienne. J'ai posté l'enveloppe, puis je suis retourné à mon appartement pour passer ma dernière nuit à Seattle, assis sur mon matelas, entouré de valises faites et du vide résonnant d'un espace que je quittais, à la fois physiquement et métaphoriquement. Lundi matin est arrivé avec un calme surprenant. J'ai remis les clés de mon appartement au gérant de l'immeuble, j'ai chargé mes valises dans un VTC et je me suis dirigé vers l'aéroport de SeaTac. Chaque pas à travers la sécurité, chaque annonce par les haut-parleurs de l'aéroport, chaque minute qui passait me rapprochait de l'avion qui m'emporterait loin de tout ce qui m'était familier. J'ai vérifié mon nouveau téléphone à plusieurs reprises, une partie de moi espérant toujours un message de maman ou de Sophia, quelque chose de conciliant, quelque chose qui me permettrait de partir avec moins de poids sur le cœur. Mais l'écran est resté obstinément vide de communication familiale. En m'installant dans mon siège dans l'avion, j'ai mis mon casque anti-bruit sur mes oreilles et j'ai fermé les yeux. Le commandant de bord a annoncé notre départ pour l'aéroport international de Tokyo Narita, et j'ai senti la légère poussée alors que l'avion commençait à bouger. Non seulement un voyage physique, mais aussi un voyage émotionnel. Je me choisissais,
peut-être pour la première fois de ma vie. Les premières semaines à Tokyo ont été un tourbillon de nouvelles expériences et de défis. L'appartement fourni par l'entreprise était petit mais moderne, situé dans un quartier animé rempli d'enseignes au néon que je ne pouvais pas lire et de nourriture que j'apprenais tout juste à commander. Le travail était exigeant, les différences culturelles à la fois fascinantes et parfois frustrantes. Je me suis plongé dans tout, les cours de langue, les défis techniques, l'exploration de ma nouvelle ville. Et sous tout cela, il y avait un courant de culpabilité et de doute. Chaque nuit avant de dormir, je me demandais si j'avais fait le bon choix. Chaque matin, je me réveillais avec une détermination renouvelée de me prouver, autant qu'à ma famille absente, que je l'avais fait. J'envoyais des emails hebdomadaires sur le compte de maman, de brèves mises à jour sur ma nouvelle vie, terminant toujours par des questions sur son bien-être. Pendant 2 mois, il n'y a pas eu de réponse. J'ai continué à les envoyer quand même, refusant de laisser le silence me décourager. Au cours de mon 3e mois à Tokyo, j'ai établi une routine d'exploration le week-end. Chaque samedi, je choisissais un quartier différent à découvrir. C'est lors d'une de ces explorations, assis seul dans une petite boutique de ramen pendant que la pluie tombait dehors, que j'ai reçu mon premier email de maman. Il était court, juste 3 phrases. La maison avait besoin d'un nouveau chauffe-eau. Le fond en fiducie à couvert. Merci. Pas chaleureux, pas indulgent, mais une communication néanmoins. J'ai répondu immédiatement avec un réel plaisir de la lire, gardant ma réponse légère et positive, demandant à nouveau de ses nouvelles et de ses activités. Un autre mois s'est écoulé avant qu'elle ne réponde à nouveau, cette fois avec un message légèrement plus long qui incluait une brève mention de Sophia ayant des entretiens prévus. Lentement, progressivement, notre communication numérique a augmenté en fréquence et en chaleur. Au bout de 6 mois, nous échangions des emails toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Maman a commencé à partager de petits détails de sa vie, un nouveau club de lecture auquel elle s'était jointe, des réparations à la maison, un dîner avec de vieux amis. Je lui ai parlé de mes progrès en japonais, des collègues qui étaient devenus des amis, de la beauté inattendue des cerisiers en fleurs qui transformaient Tokyo au printemps. Ce dont nous ne discutions pas, c'était de la rupture qui nous avait séparés, de l'ultimatum qui avait été lancé et défié. Il est resté une présence inexprimée dans nos échanges prudents. Puis est venu l'email que je n'avais pas osé espérer, de Sophia, apparaissant dans ma boîte de réception un mardi matin ordinaire. J'ai trouvé un travail. À temps plein, avec des avantages sociaux, dans une agence de publicité. J'ai commencé le mois dernier. C'est un travail vraiment intéressant. J'ai aussi mon propre studio. Pas dans le meilleur quartier, mais c'est le mien et je le paie moi-même. Maman dit que tu vas bien à Tokyo. Pas d'excuses, pas de reconnaissance directe de notre conflit. Mais entre les lignes, j'ai lu quelque chose de nouveau. Une fierté réticente de son indépendance, une reconnaissance subtile qu'elle avait trouvé son chemin sans moi comme filet de sécurité. J'ai répondu avec de sincères félicitations et des questions spécifiques sur son travail. Nos emails suivants ont été prudents mais de plus en plus ouverts. Elle a partagé des défis à son nouveau travail, des frustrations, de petites victoires. J'ai offert des conseils quand on me le demandait, des encouragements toujours. Au cours de mon 10e mois à l'étranger, lors d'un appel vidéo qui était devenu notre rituel mensuel, maman m'a surpris en disant « Sophia a vraiment changé. Elle est plus responsable maintenant, plus comme toi. » C'est super, ai-je dit, soigneusement neutre. Maman a détourné le regard de la caméra un instant. Je pense que nous comptions peut-être trop sur toi. Nous attendions trop. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais de la part de maman, c'était extraordinaire. Un aveu que la dynamique avait été déséquilibrée, que leurs attentes avaient été injustes. Je voulais juste que tout le monde aille bien, ai-je dit. Y compris moi. Elle a hoché lentement la tête. Je comprends mieux ça maintenant. Alors que mon premier anniversaire à Tokyo approchait, l'entreprise a proposé de faire venir un membre de ma famille. J'ai étendu l'invitation à maman, incertain si elle accepterait. Sa réponse affirmative est arrivée le même jour, avec une note supplémentaire. Sophia dit de te dire qu'elle ne peut pas venir à cause de ses engagements professionnels, mais elle t'envoie son amour. Engagement professionnel. Responsabilité. Indépendance. La transformation était remarquable. La visite de maman a été une révélation. Voir Tokyo à travers ses yeux m'a aidé à apprécier à nouveau l'aventure que je vivais. Et la voir interagir avec mes collègues, mes nouveaux amis,
mon nouveau monde lui a donné un aperçu de ce que cette opportunité avait signifié pour moi. Le dernier soir, assise dans un petit restaurant surplombant les lumières de la ville, elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « J'ai eu tort », a-t-elle dit simplement. « Tort d'essayer de te retenir. Tort de te faire sentir coupable de vivre ta propre vie. » Les mots que j'avais longtemps désiré entendre, que j'avais peut-être besoin d'entendre pour embrasser pleinement mon choix. « Je comprends pourquoi tu l'as fait », ai-je répondu. « Tu avais peur. » « Oui. Peur du changement. Peur de te perdre. Peur de faire face à ma propre part dans le fait d'encourager la dépendance de Sophia. » Elle a serré ma main. « Mais j'ai eu tort. Et je suis désolé. »« Je suis désolé aussi, » ai-je dit, en le pensant. Désolé pour la douleur que mon départ a causée. Désolé pour la façon dont ça s'est passé. Mais pas désolé d'être parti? Non, ai-je admis. Pas désolé pour ça. Elle a hoché la tête, un petit sourire touchant ses lèvres. Bien. Tu ne devrais pas l'être. Quand je l'ai emmenée à l'aéroport le lendemain, nos adieux étaient différents de tous ceux que nous avions partagés auparavant. Des adultes égaux s'embrassant avec un respect mutuel et un amour sincère, pas l'enchevêtrement compliqué d'obligations et de culpabilité qui avait caractérisé notre relation si longtemps. Les mois qui ont suivi ont apporté une croissance continue dans toutes nos relations. Sophia et moi avons établi une session de jeux vidéo hebdomadaire en ligne, une activité partagée qui nous a permis de reconstruire notre lien par le jeu plutôt que par la crise. Maman a rejoint un groupe de voyage pour seniors et a commencé à planifier ses propres aventures, m'envoyant des photos de week-end dans l'Oregon et à Vancouver. Alors que ma mission de 2 ans touchait à sa fin, j'ai dû faire face à une autre décision, prolonger mon séjour à Tokyo ou retourner à Seattle. L'entreprise était désireuse que je reste, offrant des responsabilités et une rémunération accrue. J'étais déchiré. Ma vie au Japon était maintenant riche d'amitié et de satisfaction professionnelle. Lors d'un appel vidéo avec maman et Sophia, devenu un événement régulier, j'ai partagé mon dilemme. « Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire ?» ai-je demandé, curieux de leur point de vue, mais ne cherchant plus leur approbation. Maman a répondu la première. « Qu'est-ce que tu veux faire, Marco ? » Je crois que je veux rester, ai-je admis, au moins pour 1 an ou 2 de plus. Sophia a souri. Alors reste. Le Japon a l'air incroyable sur toutes tes photos. Je pourrais peut-être venir te voir la prochaine fois. L'agence pourrait même avoir des clients là-bas avec qui je pourrais entrer en contact. Tu nous manqueras, a ajouté maman. Mais on s'en sortira. On va bien. Et on veut que tu sois heureux. Des mots simples, mais qui représentaient un profond changement dans notre dynamique familiale, de l'attente à l'acceptation, de la dépendance au soutien mutuel, de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Cette nuit-là, je me tenais sur mon petit balcon surplombant l'horizon de Tokyo, réfléchissant au parcours des 2 dernières années. La leçon la plus difficile avait été d'apprendre que parfois, le véritable amour familial signifie fixer des limites, dire non, permettre aux autres de faire face aux conséquences de leurs propres choix. La douleur la plus profonde était venue de la rupture des anciens schémas, mais aussi la plus grande croissance. En refusant de soutenir Sophia, je lui avais par inadvertance offert le cadeau de l'autonomie. En tenant tête à la manipulation émotionnelle de maman, j'avais créé un espace pour qu'une relation plus authentique se développe. Et en me choisissant, moi, mes rêves, mes objectifs, mon bien-être, j'étais devenu quelqu'un de mieux à même de soutenir vraiment ceux que j'aimais, non pas par obligation, mais par force et par choix. Le texto qui avait autrefois semblé tout menacer avait finalement catalysé des transformations qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. En refusant d'être la solution aux problèmes de tout le monde, j'avais permis à nous tous de trouver de meilleures solutions en nous-mêmes. Avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre vos propres besoins et les attentes familiales? Comment l'avez-vous géré? Et qu'avez-vous appris? J'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé mon histoire utile. Abonnez-vous pour plus d'expériences de la vie réelle et partagez-la avec toute personne qui pourrait avoir des difficultés avec les limites familiales. N'oubliez pas que parfois les décisions les plus difficiles mènent à la croissance la plus significative pour toutes les personnes impliquées. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite de la force dans votre propre voyage de découverte de soi et de relations saines.